Moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. Bonjour à tous. Pendant plus de 20 ans, il fut avocat général à la cour d'assises de Paris. Il s'est occupé notamment des affaires Christian Didier, Émile Louis ou encore Maxime Brunnery, l'homme qui tenta d'assassiner le président Chirac. Tête à tête avec Philippe Bilger. Bonjour Philippe Bilger. Bonjour. On dit souvent l'avocat général accusateur public. Mais en fait, n'est-il pas un peu comme Maigret, celui qui va renifler l'intérieur des gens, le raccommodeur des destinées? Il devrait l'être en tout cas. Et l'accusateur public que vous évoquez, je l'ai plus volontiers présenté comme étant l'avocat de tous les citoyens. L'avocat général aux assises défend l'intérêt social, mais c'est une notion, quoique pluraliste, un peu abstraite. Je préfère dire que je suis l'avocat de tous les citoyens et votre référence à Simon me touche beaucoup. En effet, même lorsqu'on requiert souvent des peines extrêmes, il est évident qu'on cherche également et peut-être surtout à raccommoder des destinées humaines. C'est un poste extraordinaire que celui d'avocat général aux assises parce que paradoxalement, c'est celui qui vous laisse dans l'espace criminel le plus de liberté. C'est une fonction qui est un peu semblable à celle des procureurs. Oui, absolument. Le procureur, c'est le titre et la fonction au niveau du tribunal, du parquet, du tribunal de grande instance. L'avocat général, c'est à la fois un titre et une fonction au niveau de la cour d'appel. La légère ambiguïté vient du fait que même un jeune magistrat qui officie dans une cour d'assises, on peut l'appeler monsieur l'avocat général. Mais généralement, à la fois quand j'ai quitté la magistrature, j'étais donc avocat général à la cour d'appel de Paris et avocat général à la cour d'assises de Paris, où j'ai tout de même été ministère public durant plus de 20 ans. Et la tentation d'être avocat, tout simplement, ne vous a jamais traversé l'esprit? Est-ce qu'à un moment, lors d'une audience, vous vous êtes dit, là, si maintenant on inversait les rôles, que dirais-je? Est-ce que... Si, mais d'abord, très fugacement, ça m'a attiré. Et puis, c'est pour cela, peut-être, qu'en totale sincérité, j'ai toujours, dans mon discours judiciaire, comme je dirais ailleurs, j'ai tenté d'offrir une plénitude. Au fond, je n'ai jamais regretté de ne pas être avocat parce que mon discours judiciaire, par honnêteté, par conviction, par une forme de totalitarisme bienfaisant, intégrait les ombres et les lumières, la charge et la décharge, l'ambiguïté et la clarté du réel. Et donc, pour moi, l'avocat général, et bien au-delà de l'avocat général, l'être que j'ai tenté d'être ailleurs, eh bien, c'était une forme de plénitude qui n'exigeait pas que j'ai une nostalgie pour la fonction d'avocat, qui a un rapport discutable avec la vérité et qui peut-être m'aurait permis de m'abandonner trop volontiers à tous mes vices. Et la hiérarchie, est-elle supportable? Est-ce qu'il faut une faculté grande faculté de supporter une... La hiérarchie, j'ai connu des débuts judiciaires très agités, objectivement, parce que j'avais affaire à une hiérarchie qui ne comprenait pas grand-chose, et moi-même, peut-être, je manquais de prudence, je manquais de subtilité, j'étais trop braqué. Et puis, par la suite, j'ai pu ajuster l'institution judiciaire à ce que j'étais, et en définitive, comme j'ai eu droit à 2 justices de luxe, le droit de la presse, qui est du byzantinisme intellectuel, et plus de 20 ans aux assises de Paris, eh bien, je n'ai pas pâti de la hiérarchie, même médiocre. J'ai pu, encore une fois, créer un monde judiciaire à ma mesure, et j'en ai été très heureux, et c'est un grand métier qui, parfois, n'est pas assumé avec suffisamment de fierté. Votre métier, et on le voit puisque nous sommes debout selon vos volontés, exige un certain art de la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des exemples à vos yeux d'orateurs encore dans la classe politique, dans la magistrature? Il y en a de moins en moins. Je dirais dans la classe politique, c'est clair. Dans la magistrature et au barreau, c'est clair aussi. Il y a beaucoup de personnalités qui se croient très remarquables sur le plan de l'éloquence.
ça ne veut pas dire qu'elles le sont. Je n'irai pas jusqu'à soutenir que la parole publique est complètement médiocre. Mais examiner aujourd'hui qui on considère comme un grand orateur, eh bien, on pense par exemple à Christiane Taubira. Certes, elle donne l'impression de parler librement, d'improviser, mais je ne suis pas persuadé que ce soit du grand art de citer forcément un poète dans chaque phrase. D'autre part, pour moi, la véritable parole, l'éloquence authentique, imposent des discours qui doivent être libres, spontanés, quasiment improvisés, avec une structuration mentale. Tout ce qui est, à mon avis, appris par cœur, à plus forte raison lu, ne relève pas de la parole telle que je l'enseigne et telle que j'essaye de la pratiquer devant vous, qui me posait de très bonnes questions. Oui, alors pour ceux qui ne sont pas encore, qui auront l'honnêteté de reconnaître qu'ils ne sont pas encore assez bons, vous avez une formation, enfin vous prodiguez une formation. Voilà, alors j'insiste beaucoup là-dessus, c'est une formation singulière parce qu'elle enseigne ou perfectionne la parole et non pas l'éloquence qui est trop souvent pour moi une manière de dissimuler sa pensée. La double originalité de cette formation, c'est qu'elle est offerte, si j'ose dire, par quelqu'un qui n'a pas théorisé sur la parole, mais l'a pratiqué durant 40 ans, et en tout cas durant plus de 20 ans, dans l'espace criminel, et d'autre part, qu'elle repose sur l'affirmation d'un lien fort, irremplaçable, entre une personnalité qui s'affirme et une parole qui s'exprime. Autrement dit, je tiens les deux bouts de la chaîne qui profondément a été ma passion durant plus de 40 ans, c'est-à-dire comprendre autrui, ses forces et ses faiblesses, pour la parole, et d'autre part la technique elle-même de la parole. Alors il y a la parole orale et il y a aussi la parole écrite, l'écriture. On va parler dans un instant de votre profil d'écrivain, mais quel écrivain, parmi les plus célèbres, vous semble avoir l'esprit de magistrat, dans le sens celui qui va renifler l'intérieur des gens? Peut-être Proust est le plus apte à comprendre. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. On parlait de Simenon tout à l'heure, il est très remarquable aussi. Proust, au fond, je le dirais presque hors concours pour moi, parce qu'il a structuré ma vie de jeune homme. Je peux dire qu'une frontière fondamentale dans mon existence a été avant et après la lecture de Marcel Proust, parce qu'il m'a donné, comme il rêvait de le faire, une vision de la vie vraie, réellement vécue, sur une infinité de sentiments humains, de l'amour à la mort, à la littérature. Et donc, il est évident qu'il est tout à fait indépassable, mais il y en a d'autres, évidemment. Et vous avez, non pas tenté de faire du Proust, mais vous vous êtes mis à la place dans votre premier roman, 72 heures aux éditions La Joigny. C'est un roman, non pas policier, c'est un roman judiciaire. Absolument, parce que je suis parti d'un terreau que je connais bien, qui offre évidemment la règle des trois unités, un univers lui-même tragique, et j'ai imaginé une histoire collective, comme on dit chorale maintenant dans les films français, qui mêle les jurés, les magistrats, les journalistes, les avocats, l'accusé lui-même, dont je prends la place en quelque sorte, avec les nuits, les jours de l'âme, tout ce qui crée la singularité, l'étrange fraternité de la cour d'assises, et tout ce que j'ai décrit, sinon avec talent, du moins avec une forme de nostalgie très forte. Les affaires les plus médiatisées sont-elles forcément les plus difficiles à conduire ? Non, vous posez décidément de très remarquables questions, parce que vous me permettez de mettre l'accent sur le fait que si j'avais à faire preuve d'une vraie modestie, il est probable que les affaires les plus médiatisées que j'ai eues n'ont pas été celles où j'ai été le moins mauvais. Je veux dire par là que ce sont celles où probablement j'aurais eu des choses intellectuellement, judiciairement à me reprocher. Alors que j'ai connu des procès couverts par le huis clos qui n'attiraient évidemment personne et qui, avec une sorte d'incandescence, souvent pour une criminalité intrafamiliale,
me permettait d'aboutir à des paroxysmes de l'émotion et de l'intelligence de la part des autres, du monde qui m'entourait, d'une manière absolument unique. Et quelles sont celles qui, à vos yeux, ont fait avancer l'état d'esprit de la magistrature? Alors, on parle évidemment de l'affaire Guy Georges, avec les progrès de l'ADN. J'avoue ne pas être trop sensible aux avancées techniques, même si elles sont nécessaires, mais moi-même, je n'ai pas eu de procès qui était confronté à ces carences techniques. J'ai connu les différents moyens de preuve. À une certaine époque, c'était bien sûr les aveux, et puis ensuite on a eu les écoutes téléphoniques, et vous avez raison d'évoquer l'ADN maintenant. En revanche, il me semble que chaque procès réussi, qu'on tente de rendre exemplaire, est une avancée pour la justice en général. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le métier de magistrat, c'est que lorsqu'on veut bien le porter au plus haut, on peut immédiatement changer le visage de la justice devant n'importe quel citoyen qui vient assister non pas au spectacle judiciaire, mais à la gravité judiciaire. Quelles études, évidemment d'étudier le droit, mais quelle lecture, vous recommanderiez à un futur magistrat? Quel passage? J'ai toujours détesté le droit, et je le dis très clairement, le droit impose une rigueur, une sécheresse, une logique que je n'ai jamais eue. Et j'ai eu la chance, à cause des 2 justices de luxe que j'évoquais tout à l'heure, de pouvoir les aborder par le biais de la littérature, puisque j'ai une licence de lettres classiques. Je rêvais d'être écrivain, j'ai connu un superbe échec, c'est-à-dire absolument déplorable, anormal sup Ulm, et je n'ai pas renouvelé l'expérience, mais ça m'a donné une culture générale au sein du judiciaire qui a été fondamentale dans les 2 justices de luxe que j'ai évoquées, l'une qui est du byzantinisme intellectuel et l'autre qui m'a permis d'avoir un rapport fabuleux durant plus de 20 ans avec le peuple français. Et enfin, une dernière question, qui est une explication plutôt sur votre devise. J'ai lu quelque part, exister, c'est insister. Il y a celle-là, c'est sûr, elle est tellement connue qu'on ne sait pas de qui elle est. Il y en a une autre qui me touche beaucoup, qui vient d'un immense écrivain dont Proust disait qu'il était une sorte de grand frère, qu'on l'aimait à cause de ses défauts, c'est Balzac. Balzac disait « Je suis de l'opposition qui s'appelle la vie ». Je me demande si au fil du temps, ça n'est pas celle-là que je préfère. Merci beaucoup Philippe Bilger.